en tant que Congolais, la richesse est la mienne, je dois savoir combien on extrait de mon sol. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a les preuves comme quoi la SNPC mandate Orient Oil pour vendre une certaine quantité de pétrole. On a 920 000 barils de pétrole, on a les dates, on a les périodes où ça s'est passé, et on a regardé, est-ce que à travers cette vente-là, il y a eu un retour au trésor public? Il n'y a jamais eu de retour au trésor public. Donc, ça veut dire que on a Pardon, mandaté des tankers. on s'arrête d'abord à ce niveau-là. Vous dites qu'il n'y a jamais eu retour au trésor public. Ça veut dire quoi concrètement? Que tout le pétrole congolais qui est vendu, l'argent ne rentre pas au trésor public, c'est ça? Oui, parce qu'il faut être clair. L'argent, quand vous vendez le pétrole, vous ne vendez Oui. pas le pétrole en francs CFA. Vous vendez le pétrole en devises. Et vous recevez des devises. Donc, pour recevoir des devises, pour que cet argent en devises rentre dans les caisses de l'État, ça doit passer par la Banque centrale. S'il n'y a aucune trace à la Banque centrale d'entrée de devises, et si dans le même temps, vous avez la Banque centrale qui vous dit alerte au Congo parce qu'il n'y a pas assez de devises pour pouvoir nourrir les Congolais, pour faire de l'importation, pour pouvoir acheter des produits finis pour que ça rentre sur le territoire congolais, ça veut dire que ces devises-là ne sont jamais rentrées. Donc, sur les marchés financiers, c'est assez clair. Vous devez avoir un compte d'opération libellé dans la monnaie où vous vendez le pétrole, donc un compte d'opération dollar, pour recevoir des dollars. Après, quitte à vous de racheter des euros et de faire rentrer cet argent au, au niveau de la Banque centrale. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que cet argent-là a été détourné. Ce contrat nous a permis de connaître réellement et de savoir et de dire sans détour que l'argent du pétrole congolais est détourné. Et là, on a la preuve d'un mécanisme. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on a des noms. On a des gens qui étaient en poste au moment où ça se passait. Ça veut dire qu'on ne peut pas les On a un citer. ministre On a un ministre des Finances. À l'époque, c'était Calix Ganogo. Ganongo, oui. On a Monsieur Okana, qui était à cette époque-là conseiller spécial, je pense, du pétrole au niveau de la présidence. Lucien Ebata, on peut dire qu'il était conseiller spécial parce qu'à cette époque, il avait aussi un passeport diplomatique. Pour vous dire que notre ONG, quand on mène une enquête, ça prend peut-être du temps, mais on a pu obtenir les preuves comme quoi il avait un passeport diplomatique à ce moment-là, ce qui lui permet d'aller et venir. Mais quelqu'un qui a un passeport diplomatique congolais, un passeport canadien, un autre passeport britannique, ça pose un problème. Ça pose un problème de sécurité nationale. Parce qu'avec ces trois passeports-là, on peut faire le tour du monde. On peut faire tout et n'importe quoi avec l'argent des Congolais. C'est ce qui s'est passé. On ne l'a pas fait. Donc, je veux bien qu'au niveau des discours politiques, au niveau des slogans politiques, on dise que le Congo, en termes de justice, a une transparence en termes de gestion, mais on apporte la preuve que la transparence n'y est pas, la justice encore moins, et les menus frottins et les grosses prises, etc., on ne les a pas vus parce que là, on donne des noms, on donne des chiffres, Monsieur Perrin. Évidemment, là, ça, vous me faites penser à Anatole Makosso qui venait de tenir voilà, un discours comme quoi il faut lutter contre la corruption, les détournements de fonds publics, les antivaleurs. Je crois qu'il a du travail là-dessus. Alors, Cédric, je reviens sur Orient Oil, évidemment. Nous savons que le Trésor public congolais n'a pas un compte à l'étranger. Et là, vous dites Oui, que l'argent n'arrive pas au Trésor public. Cela veut dire que tout cet argent, et on parle quand même de non, vous avez dit 500 000 barils par jour. oui, Donc, 500 000 barils de pétrole. tout cet argent s'évade à l'étranger ou est planqué dans les comptes bancaires privés à l'étranger, c'est ça. Oui, exactement. Euh, L'enquête que nous avons menée nous a permis de comprendre que vous avez connu l'histoire de Total Energy qui a tout fait, qui a monté des comptes offshore, qui a fait de ce qu'on appelle de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale aussi à un moment pour dédouaner le Congo, pour dire que voilà, le Congo était revenu dans le giron des pays très pauvres. Mais pour le faire, pour que les gens ne voient que du feu, pour parler de façon triviale, il faut faire en sorte que l'argent du Congo ne traverse pas par des circuits que tout le monde peut voir pour dire que la richesse réelle, le PIB réel du Congo, c'est tel pourcentage ou c'est tel montant. Donc, il faut pratiquer ce qu'on appelle de l'évasion
de l'évasion des ressources du Congo. Et pour cela, il faut bien les mettre quelque part, mais on les met dans des juridictions, dans des paradis fiscaux. C'est le même système qui a été utilisé pour que cet argent-là traverse les frontières et aille ailleurs. Bonjour Cédric Lemba, Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de me recevoir sur le plateau. je vous en prie. Président de l'association citoyen du réseau anticorruption du Congo. Beaucoup de Congolais vont se poser la question, mais c'est quoi encore une ONG, une association telle que j'ai lu là? Parce que généralement, il y a une différence entre une ONG et une association. C'est quoi chez vous? Une ONG? Alors, une ONG pour nous, parce que c'est une organisation non gouvernementale, Mhm. donc on est indépendant et on est expert dans le domaine pour lequel on a choisi de mettre les pieds, les mains et notre cerveau, qui est la corruption dans notre pays, le Congo-Brazzaville. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'aller regarder tous les contrats, toutes les situations où l'injustice règne, la transparence n'y est pas, et encore moins la gestion correcte des finances publiques. Donc, on est vraiment une ONG indépendante. On est assez jeune. On existe depuis 2015. Donc, depuis 2015, nous regardons en fait toutes les lois de finances et toute la situation économique et financière de notre pays, le Congo-Brazzaville. Donc, on est là que pour analyser et mener des enquêtes sur tous les Et documents officiels. 2015, c'est quand même plus de 10 ans que vous existez, c'est déjà beaucoup. À ce que je sache, pour une ONG qui lutte contre la corruption. Alors, en tout cas, merci d'être avec nous sur R7 pour nous parler évidemment d'une enquête que vous avez réalisée sur l'opacité qui entoure l'administration des contrats pétroliers par le gouvernement congolais. L'économie de la République du Congo est mise à rude preuve, et ça tout le monde le sait, par un cycle de surendettement chronique qui freine évidemment son développement. Ce problème est aggravé par une gouvernance caractérisée par les détournements importants de fonds publics et une administration opaque des contrats pétroliers ainsi que d'autres ressources naturelles du pays orchestrées par le régime de Brazzaville. Dans une de vos enquêtes, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez réalisé sur Orient Oil et la SNPC, vous mentionnez en introduction, je vais donc me faire le devoir de lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs, les citoyens du réseau anticorruption du Congo, donc votre ONG, ont fait une analyse dépassionnée de cette richesse extraite des terres du Congo, en prenant appui sur le contrat de partage établi entre Orient Oil et la SNPC, donc la Société nationale des pétroles du Congo. Nous allons vous dire comment s'organise cette filière, les enjeux, les acteurs en présence, les choix stratégiques douteux et enfin les solutions pour sortir de la corruption afin que chaque fils et chaque fille du pays s'approprie de droit de cette richesse. On parle là donc de la redistribution équitable des richesses. C'est bien cela. Oui, tout à fait. On parle de la redistribution des richesses. Oui, d'accord. Alors, commençons par les enjeux et les acteurs en présence. Quels sont donc les enjeux et qui sont les acteurs en présence dans cette Alors, au niveau enquête? des enjeux, on sait très bien que le pétrole fait partie du premier budget de l'État en termes de ressources. Donc, le Congo ne vit que par rapport aux recettes pétrolières. Mais c'est vrai que quand on écoute les politiciens, on a des langages un peu en déphasage avec la réalité du marché des matières premières. Je suis un financier à la base, et donc j'ai cherché à comprendre euh, quelles sont les raisons qui faisaient qu'il y avait un décalage sur un certain nombre d'informations. Pour exemple, la plupart des politiciens, quand ils interviennent, ils parlent de 200 000, ils parlent de 300 000 barils de pétrole, alors que le Congo aujourd'hui avoisine les 500 000. Et c'est pas pour rien qu'on est à l'OPEP. Donc déjà, quand on observe le discours politicien, 500 on minore 000, les chiffres. pardon, 500 000 barils de pétrole par jour. Oui, tout à fait. 500 000 barils de pétrole jour, ça, c'est en pratique.
c'est ce que vaut le Congo aujourd'hui en termes de barils de pétrole. Et Pour quand on dit exemple, aujourd'hui, pardon, juste pour l'intérêt évidemment de nos téléspectateurs, nous sommes le 7 juillet ouais, 2026. Question de leur permettre de bien évaluer les choses. Alors, vous dites que le Congo, Brazzaville, la République du Congo produit aujourd'hui, sinon maintenant, et depuis un certain moment, bien entendu, 500 000 barils de pétrole par jour. Après, il faut oui, peut-être oui. expliquer quels sont les éléments qui vous permettent de l'affirmer, parce que lorsque je suis, par exemple, des réunions de travail menées par le ministère des hydrocarbures et parfois la SNPC, on nous parle de 350 000 barils par jour. Non, c'est un chiffre qui est minoré. 350 000, c'est un chiffre qui est minoré. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, Perenco annonce pouvoir investir un peu plus de 2 milliards de dollars dans la production du pétrole parce qu'ils ont découvert 100 puits de pétrole. Et 100 puits de pétrole, l'équivalent d'un seul puits, c'est 100 000 barils. Donc, rien que ça. Un seul puits va vous fournir 100 000 barils. Quand on regarde les discours des différents ministres, on va prendre le dernier ministre en date. Quand vous regardez bien la plupart de ces interviews, il s'embrouille même dans les chiffres. Un coup, il parle de 350 000, un peu avant, il parle de 250 000, et même lui-même, il est empiétré dans son mensonge. Mais aujourd'hui, le Congo, en réalité, c'est plus de 500 000 barils jour de pétrole, de barils de pétrole. Qui est vendu à Et combien? Parce que tout à l'heure, on va remonter un peu le temps pour comprendre la période de l'embellie financière au Congo, lorsque le pétrole s'est bien vendu, notamment entre 2008 et 2014. Et aujourd'hui, le pétrole, le baril, il est à combien? Et quelle estimation en termes d'argent? Vous avez une idée là-dessus? alors, l'estimation en termes d'argent, c'est plus d'une centaine de milliards de francs CFA qui devraient rentrer, on va dire, au moins tous les 3, 4 mois au Congo. Parce que le système, quand on analyse le système qui a été mis en place, il faut remonter en arrière pour bien le comprendre. Pour bien comprendre ce système-là, on commence par former les gens, on commence par former les personnes du clan. Donc, on va prendre le fils du président, Denis Christel Sassou Nguesso, on va le former et ils vont créer la Cotrade. La Cotrade, c'est une société qui était cotée en bourse, la bourse de Londres. Donc, la bourse de Londres, on sait que c'est un des premiers marchés premières, des matières premières en termes de pétrole. Seulement, au moment où on le forme, le Congo a un problème de gouvernance et de gestion. Ils sont obligés de se tourner vers le FMI. Et le FMI découvre que cette société a 1,9 milliard de dettes, 1,9 milliard de dollars de dettes. Qu'est devenue cette dette? Cette dette a été indexée au budget de l'État. Donc, on se pose la question, comment se fait-il qu'une entreprise avec des statuts privés qui a un déficit et ce déficit est mis dans le budget de l'État congolais? C'est à ce moment-là que nous, on s'est posé la bonne question de se dire, il y a quelque chose qui n'allait pas au niveau de la gestion du pétrole congolais. Et on a mis le nez dedans et on a mené les enquêtes à partir de Londres. Donc, à partir de l'État britannique, on s'est rendu compte que il y avait une autre société qu'il venait de créer, ça s'appelle Orient Oil, et Orient Oil avait pour directeur Monsieur Lucien Ebata. Alors, ça, c'est la façade, on va dire, c'est la façade officielle. Mais la face cachée de cette entreprise, on s'est rendu compte que il y avait une autre personne, un Belge à la manette, et ce Belge-là, dans les documents officiels, c'est le numéro un. Il est indexé comme étant le numéro un de Orient Oil. Donc, ça nous a posé un problème. On s'est posé la question de savoir, Lucien Ebata, quelle était sa nationalité, quelle était la nature de l'entreprise qu'il avait créée. Il crée une entreprise qui s'appelle Orient Oil et officiellement, c'est une entreprise qui s'occupe du trading du pétrole. Donc, c'est une société qui est sur le marché et qui va vendre le pétrole, on va dire congolais, à la place du Congo. Mais cette société n'est pas congolaise puisque la société telle qu'elle a été établie, les statuts sont britanniques. Il est de nationalité britannique quand il crée la société, d'accord? Les éléments qu'on a pu déceler dans le contrat de partage et le contrat de création montrent bien que Lucien Ebata a présenté un passeport britannique pour créer cette société-là. On Et a été pourtant, dans le surpris de même temps, voir, pendant que vous allez avancer, pardon, Cédric, il est aussi de nationalité canadienne. oui, il est aussi de nationalité canadienne. Donc, à un moment de la vie de cette entreprise, il a changé de nationalité
et il a représenté un autre passeport et c'est un passeport canadien. Dans notre jargon de financier, ce sont des alertes, on va dire, ce sont des alertes qui nous permettent d'aller en profondeur dans le dossier. Ce sont des alertes rouges pour nous parce que une société, quand elle est créée, vous et moi, on crée une société, je présente un passeport parce que c'est ma nationalité, mais dans la vie courante de l'entreprise, je ne vais pas changer de nationalité. Ça veut simplement dire que on change de nationalité en fonction de l'orientation qu'on veut donner aux entrées et aux sorties d'argent, de flux d'argent. Pour être un peu plus clair avec les personnes qui nous suivent, si une juridiction est beaucoup plus appropriée en termes de d'opacité, je vais changer ma nationalité ou je vais plutôt choisir telle nationalité plutôt qu'une autre. Donc voilà, pour entrer un peu dans les détails techniques, c'est ça. Et on est surpris de voir que cette société se présente au niveau de l'État congolais et obtient un contrat. Ça a été notre première surprise. Parce qu'en tant que financier, la première des choses qu'on doit faire, c'est analyser le bilan, analyser le sens commercial, analyser le sens technique surtout, puisqu'on est vraiment dans un secteur d'activité très technique, pour savoir quelle est la maturité de cette société, quelle est son expertise. Mais quand on regarde, Orion Hall n'a aucune expertise dans le trading. Orion Hall, c'est vraiment une société fourre-tout. Parce qu'à l'intérieur du contrat qui a été créé, donc la société, quand elle a été créée, c'est une société qui peut faire de la location de matériel. C'est une société qui peut faire de l'immobilier. C'est une Comment société qui ça? peut faire de l'assurance. Donc, c'est une société qui a plusieurs casquettes. Ça fait aussi En partie fait, des éléments une d'alerte. polyvalence qui suscite évidemment la curiosité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une société qui fait presque tout ou rien, mais qui en réalité se concentre beaucoup plus sur la vente du pétrole congolais, c'est ça. Tout à fait. C'est une société qui Mais quel oriente est vers donc le le pétrole. rôle de la SNPC? Bah, c'est ça qui est encore curieux, c'est que la SNPC a été créée, mais je pense que la création de l'origine de la création, en tout cas les missions premières ont été déroutées. Aujourd'hui, c'est une entité hybride, puisque le rôle principal de la SNPC, c'est de vendre le pétrole congolais sur les marchés. Je suis moi-même un adepte des marchés, je n'ai jamais vu la structure SNPC se présenter à l'entrée des marchés pour dire que je vends le brut. Personne aujourd'hui peut dire que la SNPC a vendu le pétrole congolais, le brut congolais, sur tel ou tel marché. On ne les voit pas sur le marché. Donc, c'est la SNPC qui confie cette mission à Orient Oil. En foi de quoi? Point d'interrogation. Comment se fait-il qu'une entreprise qui n'a aucune expertise puisse obtenir un contrat aussi important, aussi technique, et que ça soit avalisé par les autorités congolaises? Donc ça, c'est une question. Je me suis posé la question. C'est vrai qu'il y a des techniciens congolais qui connaissent le pétrole. Mais comment se fait-il qu'au niveau politique, on ait accepté cela? Comment se fait-il qu'au niveau des représentants du peuple, donc les députés, comment se fait-il que, à travers une loi de finances, ils acceptent qu'une entreprise étrangère puisse se porter garant, vendre le pétrole congolais sans avoir elle-même de garantie. Parce que quand Orion Oil se présente, Orion Oil a on va dire 1 million de livres sterling de capital. C'est insuffisant pour un marché aussi colossal que présente le Congo dans la vente du brut. Ce n'est pas possible. Donc, on s'est bien posé la question de savoir comment se fait-il que Orion Hall ait eu ce contrat-là. Et il ne faut pas aller loin pour se rendre compte que on a à l'intérieur du trafic d'influence, on a à l'intérieur une prise illégale d'intérêt, et nous, en tant que ONG, ce sont des éléments que nous combattons. Et donc, on a donc eu des complicités au niveau de la SNPC, au niveau du gouvernement congolais, au niveau des élites congolaises, pour avoir accepté un tel dossier. Parce que techniquement, ce dossier n'était pas viable. Alors, Cédric, je vais comprendre une chose. Selon les révélations de Libération, je pense que vous avez pris connaissance de ces révélations, on découvrait d'ailleurs que, en dehors de ce qu'il est, je ne sais pas s'il faut dire président de Orient Oil, Lucien Bata, et je ne sais pas s'il est encore ou il a été peut-être muté à un autre poste. C'était le financier extérieur de Denis Sassou Nguesso. Bon, on nous dit que à un moment donné, il devient britannique, après il est canadien, mais il est d'origine congolaise. Et c'est quelqu'un qui est très proche de Denis Sassou Nguesso. Ma question, c'est de savoir
qui est réellement le patron de Orient Oil? Est-ce que vous avez la structure administrative, j'allais dire, comment on appelle ça, l'organigramme de Orient Oil, pour savoir qui sont réellement les vrais propriétaires de Orient Oil? Alors, avant de répondre à cette question-là, il faudrait que, techniquement, que j'arrive à expliquer comment Orion Oil euh, est ancré dans le paysage du pétrole. Comment ils sont Oui, ancrés dans le paysage du pétrole. Ils sont là à la faveur de la SNPC. La SNPC qui devient une entité hybride qui confie, on va dire les bijoux de famille, qui confie le pétrole congolais à une société tierce. Comment se comporte juridiquement la SNPC et Orion Oil? Il faut dire les choses clairement. Orion Oil et la SNPC se comportent, ils ont un comportement d'une société écran. Ça s'appelle comme ça. Parce que lorsque le pétrole est extrait des terres congolaises, on devrait savoir la quantité exacte de pétrole que l'on extrait. Cette quantité exacte, on ne la connaît pas. Ça veut dire qu'il y a une forme de laxisme entre les explorateurs, qui sont les sociétés majeures, donc Eni, Total Energy, etc., qui extraient le pétrole et qui peut-être ne transfèrent pas la technologie, ou peut-être même que la SNPC ne l'acquiert pas. Donc, des deux côtés, il y a quand même une volonté de ne pas donner les informations, et il y a une autre volonté de ne pas aller chercher ces informations-là. Parce qu'en tant que Congolais, la richesse est la mienne, je dois savoir combien on extrait de mon sol. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a les preuves comme quoi la SNPC mandate Orient Oil pour vendre une certaine quantité de pétrole. On a 920 000 barils de pétrole, on a les dates, on a les périodes où ça s'est passé, et on a regardé, est-ce que à travers cette vente-là, il y a eu un retour au trésor public? Il n'y a jamais eu de retour au trésor public. Donc, ça veut dire que on a pardon, mandaté des tankers. on s'arrête d'abord à ce niveau-là. Vous dites qu'il n'y a jamais eu retour au trésor public. Ça veut dire quoi concrètement? Que tout le pétrole congolais qui est vendu, l'argent ne rentre pas au trésor public, c'est ça? Oui, parce qu'il faut être clair. L'argent, quand vous vendez le pétrole, vous ne vendez pas Oui. le pétrole en francs CFA. Vous vendez le pétrole en devises. Et vous recevez des devises. Donc, pour recevoir des devises, pour que cet argent en devises rentre dans les caisses de l'État, ça doit passer par la Banque centrale. S'il n'y a aucune trace à la Banque centrale d'entrée de devises, et si dans le même temps, vous avez la Banque centrale qui vous dit alerte au Congo parce qu'il n'y a pas assez de devises pour pouvoir nourrir les Congolais, pour faire de l'importation, pour pouvoir acheter des produits finis pour que ça rentre sur le territoire congolais, ça veut dire que ces devises-là ne sont jamais rentrées. Donc, sur les marchés financiers, c'est assez clair. Vous devez avoir un compte d'opération libellé dans la monnaie où vous vendez le pétrole, donc un compte d'opération dollar, pour recevoir des dollars. Après, quitte à vous de racheter des euros et de faire rentrer cet argent au, au niveau de la Banque centrale. Ça n'a pas été fait. Ça veut dire que cet argent-là a été détourné. Ce contrat nous a permis de connaître réellement et de savoir et de dire sans détour que l'argent du pétrole congolais est détourné. Et là, on a la preuve d'un mécanisme. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on a des noms. On a des gens qui étaient en poste au moment où ça se passait. Ça veut dire qu'on ne peut pas les On a un citer. ministre On a un ministre des Finances. À l'époque, c'était Calix Ganogo. Ganongo, oui. On a Monsieur Okana, qui était à cette époque-là conseiller spécial, je pense, du pétrole au niveau de la présidence. Lucien Ebata, on peut dire qu'il était conseiller spécial parce qu'à cette époque, il avait aussi un passeport diplomatique. Pour vous dire que notre ONG, quand on mène une enquête, ça prend peut-être du temps, mais on a pu obtenir les preuves comme quoi il avait un passeport diplomatique à ce moment-là, ce qui lui permet d'aller et venir. Mais quelqu'un qui a un passeport diplomatique congolais, un passeport canadien, un autre passeport britannique, ça pose un problème. Ça pose un problème de sécurité nationale. Parce qu'avec ces trois passeports-là, on peut faire le tour du monde. On peut faire tout et n'importe quoi avec l'argent des Congolais. C'est ce qui s'est passé. Et on a Monsieur Bruno Itoie, parce que avant d'être ministre de l'énergie, des hydrocarbures, il était directeur de la SNPC. Donc ça s'est passé sous son nez. Et malheureusement pour lui, à ce moment-là, Monsieur Bruno Itoie a été mêlé
à des détournements de fonds publics via la SNPC. Comment on le sait? Parce que une enquête a été ouverte aux États-Unis en son nom. On a découvert qu'il était porteur, ça aussi c'est un mot technique, je vais l'expliquer, il était porteur de deux sociétés écrans au niveau des États-Unis. Quand les États-Unis ont ouvert une enquête, ils se sont rendus compte que c'était une personne politiquement exposée, donc quelqu'un d'important dans le giron du pétrole congolais. Pourquoi on a pu découvrir que c'était M. Bruno Itoie? Parce que les lois sur les transactions financières, BAL 3, avec ce qui s'est passé en Suisse au niveau de la législation des flux financiers, aujourd'hui, on n'est plus capable d'avoir des comptes offshore en administré, c'est-à-dire on le confie à une entité ou on le confie à plusieurs entités qui sont des entités écrans pour ne pas donner, pour ne pas qu'on découvre son propre nom. Aujourd'hui, les lois ont évolué et la législation a imposé que les comptes qui étaient en administré deviennent au porteur. Ça veut dire que qu'on sache réellement que c'est Monsieur Perrin qui est derrière tel compte. Voilà comment on a découvert que Monsieur Bruno Itoie était au porteur sur deux comptes offshore. Une enquête a été ouverte et ça a même été relayé par Le Monde. Je crois que c'est Le Monde de juillet 2016 qui a évoqué ce problème-là. Malheureusement, chez nous, comme la transparence n'existe pas, la justice n'existe pas, à aucun moment, on a ouvert une enquête au niveau du Congo. On ne l'a pas fait. Donc, je veux bien qu'au niveau des discours politiques, au niveau des slogans politiques, on dise que le Congo, en termes de justice, a une transparence en termes de gestion, mais on apporte la preuve que la transparence n'y est pas, la justice encore moins, et les menus frottins et les grosses prises, etc., on ne les a pas vus parce que là, on donne des noms, on donne des chiffres, Monsieur Perrin. Évidemment, là, ça, vous me faites penser à Anatole Koliné-Makosso qui venait de tenir voilà, un discours comme quoi il faut lutter contre la corruption, les détournements de fonds publics, les antivaleurs. Je crois qu'il a du travail là-dessus. Alors, Cédric, je reviens sur Orient Oil, évidemment. Nous savons que le Trésor public congolais n'a pas un compte à l'étranger. Et là, vous dites Oui, que l'argent n'arrive pas au Trésor public. Cela veut dire que tout cet argent, et on parle quand même de 3, non, vous avez dit 500 000 barils par jour. oui, Donc, 500 000 barils de pétrole. tout cet argent s'évade à l'étranger ou est planqué dans les comptes bancaires privés à l'étranger, c'est ça. Oui, exactement. Euh, L'enquête que nous avons menée nous a permis de comprendre que vous avez connu l'histoire de Total Energy qui a tout fait, qui a monté des comptes offshore, qui a fait de ce qu'on appelle de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale aussi à un moment pour dédouaner le Congo, pour dire que voilà, le Congo était revenu dans le giron des pays très pauvres. Mais pour le faire, pour que les gens ne voient que du feu, pour parler de façon triviale, il faut faire en sorte que l'argent du Congo ne traverse pas par des circuits que tout le monde peut voir pour dire que la richesse réelle, le PIB réel du Congo, c'est tel pourcentage ou c'est tel montant. Donc, il faut pratiquer ce qu'on appelle de l'évasion, de l'évasion des ressources du Congo. Et pour cela, il faut bien les mettre quelque part, mais on les met dans des juridictions, dans des paradis fiscaux. C'est le même système qui a été utilisé pour que cet argent-là traverse les frontières et aille ailleurs. Donc, il a fallu ouvrir des comptes et il a fallu traquer. On s'est posé la question de savoir pourquoi on avait un Belge qui avait un passeport aux îles Vierges. Pourquoi ce Belge-là apparaissait dans le contrat? Et bien, comme on ne fait pas les choses à moitié, on a traqué ce monsieur, c'est un Belge, on a son nom, on a son prénom, on a l'ensemble de son patrimoine et son patrimoine est impressionnant. Donc, on ne peut pas, pour un être normal, à moins d'avoir des affaires industrielles et être milliardaire, avoir un tel patrimoine. Et on s'est rendu compte que, dans notre jargon, on appelle cela un blanchisseur. C'est le blanchisseur Donc, de ce c'est monsieur, Monsieur Jacques Hubert, c'est ça, un Belge qui tout à profite fait, du pétrole congolais, avec la exactement. complicité, bien sûr, voilà, de Denis Sassou Nguesso. Parce que là, dans le document que vous m'avez transmis, j'ai lu quelque part, évidemment, nous avons repris l'illustration du système complexe fait par le journal Libération. Les acteurs actuels clés du système Orient
Je lis là Denis Sassou Nguesso, président de la République, Mekzon Minga, voilà, directeur à CNPC, Bruno Itoa, ministre, voilà, et un peu plus bas, Jacques Hubert. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir à qui appartient finalement Orient Oil, parce que là, je vois le nom de Denis Sassou Nguesso. Tout à fait. Quand on regarde tous les documents, on pourrait dire que Orion Oil appartient au Congo, puisque je ne vois pas comment une société autre qu'une société Donc peut-être à congolaise Denis peut Sassou Nguesso, parce que obtenir. si c'est le Congo, l'argent entrerait au trésor public. Oui, justement, Monsieur Perrin, quand on regarde le circuit, une société qui n'est pas congolaise, qui n'a pas de droit congolais, qui a un droit britannique, qui obtient un contrat aussi important au Congo, un contrat à la fois économique et politique, mais surtout politique, parce que le pétrole, c'est quand même ce qui nourrit les Congolais, ce qui nourrit la classe politique. En résumé, j'aurais pu penser que cette société appartient à l'État congolais. Et donc, les entrées devaient être au trésor public. Mais non, pour être sérieux, cette société appartient à un groupe de personnes. Et je ne suis pas loin de penser que Orion Oil, si le président Denis Sassou Nguesso, s'il n'est pas technicien, s'il ne savait pas, il est au moins complice. Parce qu'on ne peut pas diriger un État et ne pas savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est une complicité assumée ou est-ce que c'est une complicité subie? C'est un La question est complice ou bien ouverte. un acteur dans ce système-là? Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il a été acteur. Parce qu'on considère que quand on est complice et lorsqu'on ne fait rien, c'est que au final, on est acteur. Donc, on va se permettre, en tant que citoyen congolais, de dire que lorsqu'on a affaire à ce genre de situation aussi grave pour l'économie de notre pays, pour le devenir de notre pays, lorsqu'on a vent de ce genre d'affaires et qu'on ne fait rien, on ne va pas se cacher derrière une porte pour dire je n'ai rien fait, je reste dans mon coin, je ne veux pas le savoir. Si on ne fait rien, c'est qu'on est acteur. Et donc, on peut affirmer sans détour que le président de la République a été acteur. Tout à l'heure, on va chercher à comprendre le schéma, le système Orient, mais je voudrais d'abord une question probablement que les gens trouveront peut-être inutile, mais c'est chez nous, toutes les questions sont bonnes. C'est de comprendre si vous pouvez nous parler de la qualité du pétrole congolais. Est-il d'une bonne qualité ou non? Parce que tout à l'heure, on va interpréter le schéma et le tableau que j'ai vu dans le document que vous m'avez transmis. Le pétrole congolais est-il un bon pétrole? Alors, Parce qu'après, on on pourra va nous plutôt dire, ben, dire, écoutez, c'est un mauvais pétrole, voilà pourquoi il est mal vendu, et puis voilà. Est-ce que c'est du bon non, pétrole? Monsieur Perrin, on va plutôt dire les pétroles congolais. Parce Ah, que le Congo produit plusieurs types de pétrole. Il y a plusieurs types de pétrole. Il y a des pétroles qui ne nécessitent pas un raffinage beaucoup plus important, donc onéreux, parce que quand on raffine un pétrole, on le transforme en produit fini. En fonction de sa qualité, de sa teneur, les choses ne sont pas les mêmes. Je suis un peu un enfant du pétrole parce que mon papa a fait partie des 10 premiers ingénieurs du pétrole au Congo. Donc, je sais de quoi je parle. Le Congo, on va dire que sur les 10 qualités de pétrole qu'on a, on a au moins 5 qualités de pétrole qui sont des qualités exceptionnelles. donc ils font de bonnes Ça, il faut le affaires. dire. Exactement. On peut parler de l'exploitation pétrolière actuelle. On voit bien que Total Energy s'accroche à ça. Le MOO, hein, le MOO Nord dont on parle, on n'a même pas encore découvert les trois quarts. On a juste pris une partie. C'est déjà une très, très grande production et il faut aller un peu plus loin. Parce qu'un peu plus loin, on a une partie qui colle avec une partie d'exploration de l'Angola. Enfin, c'était juste pour savoir si on a du bon pétrole ou non. Vous avez dit parmi les Oui, 10 je vous qualités que confirme que nous la avons, qualité du voilà. pétrole Et congolais donc, le est Congo très, fait très des bonne. bonnes affaires avec le pétrole. Les bonnes affaires, remontons maintenant le temps entre 2008 et 2014. C'était la période de l'embellie financière parce que le pétrole s'est bien vendu dans le tableau ici. Sur le tableau que je vois, que j'ai sous mes yeux ici, je vois année 2008, le pétrole s'est vendu à 147 dollars le baril, c'est ça? Oui, exactement. Tout à fait. Voilà, vous avez aussi, il y a 2011, c'était 113 dollars le baril, 2012, 125 dollars, vous voyez que c'est la barre elle est très haute. Et très haute, oui, 2013, exactement, oui. 110 dollars, 2014, 115 dollars.
beaucoup d'argent. Donc, en Oui, fait, des années qui se sont succédées de boom pétrolier. Donc, là, je compte 2, 3, 4, 5 années de boom pétrolier au Congo. oui, cinq Voilà. années de boom pétrolier et le président Lissouba avait tort de parler de la petite Suisse. Il aurait La dû Grande dire la Suisse, grande alors. Suisse. La Tout Grande à fait. Suisse. Il aurait dû dire la grande Suisse parce que l'enquête que nous avons menée, alors moi je suis des marchés financiers, c'est facile pour moi de savoir telle période, telle date, telle heure, à combien s'est vendu le pétrole du Congo ou à combien devrait se vendre le pétrole du Congo. Donc on a les chiffres ne mentent pas et vous faites bien de dire qu'en 2008, on était à 147 dollars le baril de pétrole. Et on a calculé l'équivalence en francs CFA et on s'est posé la question de savoir quelle était la déclaration à ce moment-là au niveau des lois de finances du Congo. Donc, en 2008, le Congo a déclaré combien au titre du pétrole congolais? On se rend compte qu'on a déclaré 1588 milliards de francs CFA rentrés dans les caisses de l'État. Mais quand on fait le calcul, on devrait faire rentrer 11 276. Et donc, il y a Donc, un écart. 11 276 milliards de francs CFA. C'est le montant qui devait revenir aux contribuables congolais dans les caisses de l'État. Les chiffres ne mentent pas. Surtout lorsqu'on dédie, on confie le pétrole à une société comme Orient Oil. Mais c'est pas tout. Ce qu'on a découvert, c'est que Orient Oil, c'est une société qui a été créée en 2008. Donc, vous voyez bien que 2008, le baril, il est à 147. 147. D'accord? 2008. Et on se rend compte qu'avant avant la création de Orion Oil, on s'est rendu compte que la SNPC s'était portée garant financièrement pour cette entreprise. Donc, on a une entité qui n'est pas congolaise, qui prend la part belle dans la vente du pétrole congolais. De l'autre côté, on peut dire que SNPC et Orion Oil, ce sont des partenaires. Mais comment se fait-il que le partenaire se porte garant financièrement du partenaire B? Donc là, je réponds à votre question, encore une fois, que la société Orion Oil n'est plus ni plus ni moins qu'une société congolaise qui appartient à des particuliers. Donc, le président Denis Sassou Nguesso, je le redis, est acteur. Parce que s'il ne savait pas, il devait faire quelque chose. S'il n'a pas fait quelque chose, c'est qu'il était acteur de ce système. Et c'est vraiment un système mafieux. En tant que citoyen, en tant que président de l'ONG, les citoyens de lutte euh, pour la corruption, ce n'est pas tenable. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Et là, le contrat ne ment pas. Le contrat de partage est là. Et donc, vous disiez tout à l'heure, c'est beaucoup plus d'argent que le Congo aurait engrangé par rapport à ce qui avait été présenté. Qu'est-ce qui peut expliquer, comment expliquer ce gap finalement? Et je rappelle ici à nos téléspectateurs, c'est la période où le Congo vient d'accéder au statut des PPTE, pays pauvres très endettés, après Tout à fait. qu'on ait, voilà, que le Congo ait bénéficié d'une réduction drastique de sa dette. Et là, Tout à fait. on entre en plein boom pétrolier, on a beaucoup plus d'argent, mais comment expliquer ce gap? Et pourquoi cette différence? Vous dites que normalement le pétrole serait vendu par rapport aux estimations que vous avez, à quelque chose de 1000 et quelques, vous avez dit là? Oui. 1588. 1580, oui. Alors qu'on devrait normalement percevoir, le Congo devrait normalement percevoir, vous avez dit 11 11 000. 276 milliards. L'écart est trop grand C'est, là. vous savez, Monsieur Perrin, quand on a un financier comme moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans la finance. Quand on regarde ces chiffres-là, on a l'impression de lire un roman. On se dit, au 21e siècle, ce n'est pas possible d'avoir ce genre de choses. Je vais vous donner une information. Dans les lois de finances, la loi de finances, je pense, c'était 2021, le Congo a payé 18 milliards de francs CFA de, de pénalités. Il n'est expliqué nulle part. C'était des amendes. L'intitulé exact, c'est amendes et condamnations. 18 milliards. Il est expliqué nulle part d'où viennent ces condamnations, d'où viennent ces amendes, le pourquoi du comment, pourquoi on a payé 18 milliards de francs CFA d'amende. C'est écrit nulle part. Et je n'ai jamais vu dans un pays des personnes qui sont là pour regarder les lois de finances,
On a, semble-t-il, des techniciens pour ça au ministère des Finances. On a un ministre des Finances. On a des comptables publics qui s'empressent de le marquer noir sur blanc dans un document officiel, mais qui ne sont pas capables d'expliquer ça aux Congolais. Mais moi, en tant que financier, je me pose la question. Et la première question que devait se poser un chef d'État, c'est de dire à quoi correspond cette ligne. S'il ne pose pas la question, soit il est complice, soit il est acteur. Non, il est acteur. Complice, c'est vraiment un euphémisme. Il est acteur et ça saute aux yeux. Mais il y a des députés parce que généralement on vient leur présenter les lois de finances. Ben ils adoptent comme ça sans chercher à savoir. On va pas nous dire quand même que tous les députés n'ont aucune connaissance sur l'exploitation pétrolière au Congo. Ben, il y a peut-être des députés il y a des députés qui ont peut-être la connaissance, mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont la liberté de dire les choses? Voilà pourquoi c'est intéressant. Nous, ce que nous faisons, nous, on le fait, on est devenus des députés publics, en fait. On est devenus comme des députés citoyens, s'il Mais faut m'exprimer heureusement, ainsi. Voilà. On va chercher l'information. Avec l'expertise qu'on a, on va décortiquer chaque contrat et on va faire un croisement de tous les documents officiels du Congo. Donc, ça sort pas de nulle part. C'est pas une puissance extérieure, c'est pas un étranger. C'est un citoyen congolais qui reprend tous les documents et qui regarde avec son expertise ce qu'il y a. On a été formé pour ça et il y a des chiffres qui posent réellement problème. Quand vous avez le cours du baril de pétrole, quand vous avez les acteurs qui sont censés vendre le pétrole mais qui ne vendent pas le pétrole, et moi je suis étonné du langage des Congolais, je les écoute. C'est toujours le même discours, c'est toujours les mêmes slogans. On est un pays pétrolier. Mais quand on est un pays pétrolier, on explore, on exploite, on commercialise, on transforme. Mais dans ces items-là, le Congo n'y est pas. Donc, en quoi sommes-nous un pays pétrolier? Nous sommes un pays rentier. On laisse à d'autres des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Il suffit d'acquérir l'expertise. Mais depuis plus de 50 ans, ce n'est pas ce qui se fait. Ça veut dire que les personnes qui sont là sont contentes. moi je reviens sur ce gap parce que ça donne des vertiges en fait. De 11 000 milliards à 1000 milliards, je ne comprends pas comment est-ce que même s'il faut détourner, mais là, il faut trouver peut-être un autre qualificatif pour ces gens-là. Et c'est cette période, je l'ai dit tout à l'heure, où le Congo a vraiment eu des revenus pétroliers, mais puisqu'on nous a parlé même des excédents budgétaires et ces 14 000 milliards qui ont été dilapidés, mais lorsque je vois ce gap, j'ai bien l'impression que les 14 000 milliards, là, c'est finalement un montant minoré. Oui, C'est je pense que quand on parle de 14 000 milliards, nous, en tant que financiers, on en rit un peu parce que on a les chiffres des autres détournements. Donc 14 000 milliards, je suis désolé de dire ça, mais c'est rien. C'est rien au regard de ce qui est détourné. C'est vraiment rien. Le Congo n'est pas un pays riche. Le Congo est un pays extrêmement riche. Mais le Congo est mal géré. Est-ce que les personnes qui sont là n'ont pas la science infuse de l'ingénierie financière, ne sont pas des gestionnaires? Je me pose la question. Est-ce que ces personnes-là savent gérer en bon père de famille? Je me pose des questions. Je l'ai vu lorsque le Premier ministre nous dit qu'on avait un prêt sur 3 ans, on l'a mis à 6 ans, mais c'est quelque chose qui nous va bien parce que ça nous permet de respirer. Non, quand on est un bon gestionnaire, il faut savoir que lorsqu'on allonge la durée d'un prêt, ça veut dire que le coût du crédit a augmenté. Ça veut dire que votre charge, au final, sera plus élevée. Donc, quand on est en responsabilité, c'est le langage qu'on doit avoir. Quand on a le langage contraire, soit on ne sait pas, ou soit, je ne sais pas, on veut peut-être minimiser la vérité. Mais la vérité des chiffres et du système, la vérité est là. On peut pas tricher avec ça. On a une forme de gouvernance qui n'est pas bonne. Notre façon à nous de gérer l'argent n'est pas bonne. Nous ne sommes pas des gestionnaires en bon père de famille. Non, mais, Nous ne le sommes non, pas. mais c'est plus qu'un scandale et je suis en droit de me poser finalement la question si ceux qui gouvernent le Congo sont réellement des Congolais. C'est le moment de se poser cette question parce que là, Oui, c'est trop scandaleux ce qu'on apprend finalement.
Bon, parce que nous avons reçu aussi sur ce même plateau un expert congolais, Alphonse Maboussou, qui nous parlait de plus de 133 000 milliards. Je répète, 133 000 milliards ont été dilapidés en 20 ans entre 2020 et 2021. Oui, Monsieur Perrin, il est très proche de la vérité parce que même quand on parle des 14 000 milliards, on a l'ancien ministre, je crois que c'est Monsieur Ondongo, qui revient souvent hein, dans nos différentes enquêtes. Ce monsieur revient souvent. Il est au Gilbert cœur du Ondongo, système. Oui, il revient souvent. Il est au cœur du système. Quand il dit qu'on a ouvert à la Banque centrale un compte, etc., mais on peut faire l'audit de ce compte-là. Quand vous ouvrez un compte, surtout un compte d'opération. Mais vous avez les entrées et les sorties. Vous savez, tel jour, telle date, telle heure, un virement a été fait, une entrée a été faite, un transfert a été fait. Les transferts, ce ne sont pas les Congolais qui ont inventé les transferts. Les transferts, on utilise la technologie des Mindélé. On utilise la technologie des Mindélé. Donc, que ce soit le SWIFT ou à travers le CEPA, ce genre de transfert, mais c'est des autorités publiques. Donc, c'est facile de tracer. Donc, les gens qui pensent que quand on va faire ce genre de transfert, parce qu'on maîtrise l'environnement financier du Congo, dans son opacité, ça veut dire que l'argent, quand l'argent va partir à l'extérieur, mais quand l'argent va arriver dans nos systèmes, les systèmes dans lesquels on se trouve, on est capable de savoir d'où est parti l'argent. Et si ce sont des espèces, on saura d'où est parti l'argent. Parce que les gens oublient que même quand on a des espèces, mais l'argent est numéroté. Vous avez déjà vu un billet de banque qui n'est pas numéroté? Mais toutes les devises sont tracées. On sait que le lot de telle devise a été initié pour tel pays ou pour telle zone. Donc, l'argent laisse toujours des traces. Vous connaissez la phrase, la fameuse maxime. L'argent laisse des traces, les finalement, où devises. est-ce qu'ils mettent cet argent? Mais l'argent est mis dans des comptes offshore. C'est des comptes bancaires qui ne sont pas comme des comptes de vous et moi, c'est des comptes offshore qui sont mis dans des juridictions qui sont opaques. Nous avons déjà eu affaire hein, à ce type de juridiction. Nous avons eu des éléments probants qui nous démontrait que tel individu, tel homme politique ou tel homme d'affaires congolais, entre guillemets, parce que les hommes d'affaires congolais, il faut les compter sur le bout des doigts aussi, avait un compte à l'extérieur dans une juridiction qui n'acceptait pas la transparence. Donc, c'est des choses que l'on connaît. Lorsqu'on est une organisation comme la nôtre, avec nos peu de moyens, quand on se déplace, quand on veut avoir des informations, on n'a pas le budget de la HAC, la haute autorité de lutte contre la corruption, qui ne fait absolument rien, Mais au fait, qui n'a est-ce même que pas vous, l'expertise. vous ne collaborez pas avec cet organe, il faut l'appeler ça comme ça, de lutte contre la corruption, c'est ça, la haute, comment ils La appellent haute ça? autorité de lutte La haute contre la autorité. corruption. De mon expérience, hein, Monsieur Perrin, on ne peut pas lutter contre la corruption et être dans le même système. C'est pas possible. Parce que il faut vous cacher tous les jours avec les dirigeants, savoir qui fait quoi, qui a fait quoi, etc. C'est ça le rôle d'une entité qui lutte contre la corruption. Aujourd'hui, vous avez vu le nouveau gouvernement qui a été fait. Est-ce qu'il y a eu un membre du gouvernement qui a fait une déclaration de revenus? Entre le moment où ils ont passé 5, 10 ans aux affaires et ils ont été reconduits, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Congolais qui est capable de dire que là, on observe un enrichissement, on observe quelque chose de pas naturel? Non, ça passe comme une lettre à la Oui, mais poste. on Même les comprend très nouveaux qui bien sont pourquoi arrivés. ils n'aiment pas déclarer leur patrimoine, parce que par là, les Oui, Congolais vont découvrir voilà, bien sûr. l'ampleur du scandale. Cédric Lumba, on va aller vers la fin de ce numéro. Malheureusement, bah, il y a des suites, hein, il y a la suite parce que vous allez revenir. Cette fois-là, on va parler du gaz et des autres minerais. Mais parlons un peu de ce schéma, le système Orient. Est-ce que vous pouvez l'interpréter pour nous et comprendre, ben voilà, quel est le rôle ou quel rôle joue chaque acteur ici? Je vois Système Orient, Oil, voilà. Et un peu plus bas, j'ai la République du Congo qui apparemment confie son pétrole à la Société nationale des pétroles du Congo, donc la SNPC, qui vend ce pétrole vers Orient Oil. Bah alors, ce qui est intéressant ici et ce qui a attiré d'ailleurs mon attention, c'est que arrivé à Orient Oil, qui après vend le pétrole, comme vous avez expliqué, en toute opacité, sauf que après il y a des commissions en cash suspectées qui atterrissent à Denis Sassou Nguesso, donc ici le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, le ministre des Finances, en ce temps-là, vous avez dit Calixte Ganongo, certainement que ça n'a pas changé, c'est juste l'homme qui a changé.
Ça peut, le Oui, le système, il est système est toujours peut-être en place. encore, voilà, en vigueur. Et vous avez aussi Raoul Ominga, celui qui est devenu voilà, le grand patron Le du donateur, Congo. Et lui aussi, il bénéficie des commissions en cash suspectées. oui. En fait, il faut comprendre, dans ce système-là, vous avez un système du donner et du recevoir. La Oui, SNPC, qui se comporte comme une société écran, va confier le brut à Orion Oil. Orion Oil n'a aucune expertise pour traiter le brut congolais. Qu'est-ce que Orion Oil va faire? Orion Oil va le vendre à bas coût à des entreprises majeures. Donc, les entreprises majeures vont prendre une partie, vont en raffiner une autre, et le produit qui sera raffiné sera redistribué à Orion Oil. Et Orion Oil va le redistribuer à la SNPC. Donc, ça veut dire que quand on comprend ce système-là, au moins sur une année, vous devez avoir au Congo une ou deux, trois pénuries de carburant parce qu'il faut créer la crise pour vendre le produit fini un peu plus cher. Donc, ça a toujours été comme ça, puisque le Congo n'est pas capable d'avoir des stocks de sécurité. Mais c'est voulu. C'est pas que le attends, vous Congo ne êtes en sache train pas de le faire. dire que les pénuries de carburant, disons, oui, à répétition, hein, récurrente au Congo, c'est du fait d'une volonté politique de Oui, bien créer. sûr. Tout à fait. C'est un système de l'offre et la demande. On va vendre plus cher. C'est l'appât du gain. De pétrole des Ça a toujours Congolais, été le cas. extrait au Congo, raffiné au Congo. Exactement. On crée des Tout, pénuries. tout à fait. La preuve en est, Monsieur Perrin, la preuve en est, dans la loi de finances du Congo, il est dit, noir sur blanc, que Hmm, chaque major qui exploite le pétrole au Congo doit reverser 20% de sa production sur le marché local. tout à fait, oui. Ça doit être comme ça. Le ministre Bruno Itoie, je ne sais plus à quel moment, mais quand il apparaît devant les écrans, il nous dit que ben non, finalement, les majors ne le font plus, etc. Donc, ça pose un problème. Nous sommes en train de regarder dans quelle mesure on peut négocier et avoir une solution. Je suis Congolais. Je suis Congolais, propriétaire de ma terre. Je ne vais pas négocier avec quelqu'un qui vient de l'extérieur, à qui j'ai dit que ta production, 20% de votre production doit venir au marché local. Ça ne fait pas l'objet d'une négociation. Je vous l'impose. C'est mon pays, c'est ma richesse. Alors, quand les majors l'ont fait pour la première, la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont rendus compte qu'on avait une production de pétrole qui était là, on pouvait s'en saisir, on pouvait prendre la richesse de la nation et la revendre. Les majors se sont dit, on ne va pas se rendre complice de ce genre de choses. Voilà pourquoi les majors refusent aujourd'hui de le faire. C'est ça la véritable raison que M. Bruno Itoie n'a pas assumé. Et de même, lorsque Bruno Itoie dit que la capacité de production, de raffinage de la CORAF, donc de la seule usine qu'on est, on n'est pas capable de faire, on va créer une seconde usine, donc on attend, on va voir, on attend, on va voir. Il n'y a pas de on attend, on va voir. Vous n'avez pas l'argent pour construire votre usine, vous demandez à quelqu'un d'investir et de le faire. Donc, que ce soit le partenariat public-privé, les gens ne sont pas fous. Il faut que vous mouillez vous-même votre chemise au moins une part, que les autres viennent investir. Mais les autres ne vont pas venir investir lorsqu'ils voient une pagaille comme ça organisée dans le système de production de pétrole congolais. Parce que ça, les gens pensent que dans les marchés financiers, les sociétés que j'arpente, que ce soit les Rothschild, que ce soit les Amundi, que ce soit les DWS, toutes ces sociétés de gestion, même les Lazare, même si c'est des potes du gouvernement en place, mais ils connaissent le système. Ils vont pas se fourvoyer Donc, dans un système vous pour êtes en risquer la train de nous, réputation. vous êtes en train de nous dire que même les étrangers, il faut les appeler comme ça, les majors énergétiques que vous venez de citer tout à l'heure, refusent d'être complices de ce système, j'allais dire, suicidaire que le régime de Brazzaville a mis en place sur la gestion, bien sûr, il faut dire comme ça, opaque du pétrole congolais, parce que certainement qu'ils estiment que c'est trop dangereux, on ne peut pas se rendre complice de ce qui se passe au Congo. Et la Oui, question, comment expliquer que ce soit des Congolais qui mettent en place un système, mais pour nuire finalement, c'est une forme de haute trahison finalement, Congo. mais Monsieur Perrin, je vais vous donner un autre exemple. Vous avez certainement vu et suivi le cas de Dongo Zidane, qui était Oui, chargé de lever des fonds, donc d'émettre des titres pour le gouvernement congolais. Mais c'est des choses que je connais. J'ai été formé là-dessus. Vous ne pouvez pas émettre des titres
quand vous recevez l'argent. C'est un échange entre les titres et le cash. Et au milieu de ça, vous avez une espèce de garant, c'est un dépositaire, qui va garantir que vous avez vendu les titres correctement et que vous avez reçu de l'argent en retour correctement. Donc, il s'assure de ça. D'accord? Quand on est sur un marché réglementé. Quand je vais le faire, ou quand M. Dongou va le faire, quand il va recevoir 80 milliards, il peut lever plus. Tout dépend des conditions. Mais je ne vais pas prendre cet argent-là, distribuer à des copains, à des copines, et puis dire, voilà, je deviens le patron des patrons, etc. Et puis j'arrose tout le monde. C'est une dette. En fait, on troque une dette contre de l'argent. La dette au nom du Congo. La dette au nom du Congo. Donc, il y a un problème de responsabilité. Ce monsieur-là, il est directeur des titres ou était directeur des titres au Trésor public. Mais comment se fait-il que un monsieur comme ça, qui s'est comporté de cette façon-là, se fait-il qu'il n'est pas révoqué? Encore une fois, si on ne dit rien, soit on est complice, soit on est acteur. Oui, Il après, n'y a que deux on façons a de voir les vu ce choses. mandat d'arrêt international. Le gars s'est éclipsé à un moment donné. Après, il est revenu, on l'a vu, en pleine campagne avec Denis Sassou Nguesso. Oui, Et mais un après, mandat un matin, international. Anatole Koliné-Makosso peut venir narguer les Congolais pour dire on va lutter contre voilà, la corruption, le vol, les détournements, alors que Non, les acteurs sont là, les criminels sont là en train de circuler non, librement. Monsieur Perrin, je crois que pour le Congo, on a connu la conférence nationale. Euh, il faut qu'on ait, euh, on va dire ça comme ça, une espèce de rétrospective des contentieux historiques, parce qu'on en a, les contentieux historiques, la sociabilité entre les Congolais, etc. Il y a ça. Mais il ne faudra pas oublier une chose, on a des contentieux financiers qui sont très profonds. Des individus se sont accaparés des richesses du Congo et ils ont dans le même temps endetté les Congolais, les générations en génération. Quand on est un citoyen congolais, on ne peut pas s'asseoir dans son fauteuil et dire je ne dis rien. Moi, je ne fais pas de politique. Je suis à la tête d'une ONG qui lutte contre la corruption. La politique, ça m'intéresse absolument pas. Mais la valeur des biens du Congo, les deniers publics congolais, je me les approprie parce que je suis fils de ce pays. Donc, je ne peux pas Bien l'accepter. malheureusement, vous verrez bien des commentaires des gens qui viendront dire non, nous on aime ça comme ça, il faut laisser ça sous comme ça, c'est bon ce que vous racontez, c'est non, 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 les choses vont comme ça. Et on a toujours, excusez-moi, j'allais dire des moutons qui viendront toujours pour défendre ces pratiques. On est en train de constater là que le Congo est, mais franchement, pillé à mort jusqu'à la moelle. C'est ce que je suis en train de constater là. Oui. Le Congo est Mais pillé jusqu'à la moelle. Et ceux qui pour font ces ça sont Congolais-là, des prétendus Congolais. non, pour ces Congolais-là, on ne va pas dire que c'est des Congolais parce que quand on aime son pays, on ne peut pas accepter ça. Ah, mais c'est Je sérieux, suis, c'est dé- grave je ce suis qui se désolé. passe au Congo. Non, on peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que dans un pays, du 1er au 30 et quelles que soient les années, Monsieur Perrin, quel que soit l'investissement qui est fait au Congo, cet investissement n'est jamais fait sur fonds propres. L'investissement au Congo n'est jamais fait sur fonds propres. À chaque fois qu'il y a un investissement, il y a une dette. On emprunte pour faire ou on nous prête de l'argent pour faire. C'est pas possible. Vous pouvez Donc pas ça être veut dire, pardon Cédric, ça veut dire, évidemment, il y a l'ancien ministre des Finances qui en parlait, Roger Rigobert Andeli. Alors, donc, ça veut dire que tout l'argent du pétrole, malgré les revenus du pétrole, on a dit tout à l'heure, le Congo a la capacité actuellement, a une capacité de 500 000 barils par jour. Malgré tout l'argent du pétrole, des milliers, des milliards, cet argent est capté, planqué dans les paradis fiscaux et dans les caisses, j'allais dire, dans les comptes bancaires privés du clan bien Sassou sûr, Nguesso. Il faut être clair là-dessus. On prend tout cet argent, du pétrole, du gaz, le bois, les minerais, on vole, on met dans des comptes privés à oui, l'étranger. Et dans le même temps, quand on veut réaliser quelques infrastructures au Congo, puisque c'est ce qu'on a suivi avec Andéli, ils vont prendre oui, l'argent en Chine, des prêts au nom du Congo, qui vont hypothéquer des générations et des générations qui viendront pour payer ces dettes. Entre-temps, ils ont pris tout, permettez-moi le terme, c'est peut-être pas approprié, tout le magot du Congo, ils ont mis dans la poche.
Oui, c'est ça. C'est exactement le schéma. Et on va se tourner vers le FMI pour dire, pour demander au FMI de l'argent. Là, on se tourne encore vers le FMI. Et vous vous rappelez le débat qu'on a eu avant l'élection présidentielle où on disait que ce n'était pas la bonne façon de faire et que dans 2 matins, on allait se retrouver encore au FMI. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Pourtant, ce n'est pas un étranger qui l'a dit. C'est un fils du pays qui l'a dit. Oui, mais C'est un déjà, quand vous Congolais avez qui un l'a dit. Premier ministre, Anatole Makosso, qui vous dit, qui déclare en public, d'ailleurs, il était devant, je crois, l'Assemblée, pour dire que le FMI est un outil de management économique. Donc, il vantait le FMI, alors que nous savons tous ce que c'est, le FMI. C'est un Tout à croque-mort. fait. Exactement. Quand on va en cours de rattrapage, c'est qu'on a des choses à rattraper, on a un niveau à rattraper. On n'est pas premier de la classe et puis on va au cours de rattrapage. Donc, que monsieur Collinet, il est bien gentil, mais je ne sais pas s'il sait ce que c'est que la science financière. Mais apparemment, il ne sait pas, ses conseillers non plus. Mais encore une fois, monsieur Perrin, nous, on reste dans notre rôle. Nous, on est une ONG. Euh, je vous informe, et je pense que je vous avais peut-être donné l'information. Nous nous sommes tournés vers le FMI, hein, au regard de leur charte numéro 18, qui dit qu'effectivement, on ne peut pas prêter de l'argent à des personnes qui ne savent pas gouverner, dont la corruption est élevée, il n'y a pas de transparence dans les deniers publics, dans la gestion des deniers publics. La SNPC ne déclare pas ses comptes financiers, ça c'est une information que je donne aussi. Donc on a eu du mal à obtenir les états financiers de la SNPC depuis son existence parce qu'elle ne déclare rien. Donc c'est un manque de transparence. Et on a dit au FMI, en tant que ONG qui luttons contre la corruption, nous vous interpellons. Nous savons que dans votre charte, vous ne prêtez pas de l'argent à des personnes qui ne respectent pas votre charte. Mais on remarque que le Congo, qui est notre pays, régulièrement se tourne vers vous. Vous demandez des efforts structurels. Ces efforts-là ne sont pas faits. Et on va vous démontrer que ces efforts-là ne sont pas faits. Donc, on a regroupé tous les grands scandales financiers du Congo, ceux qui sont à venir au niveau des tribunaux, ceux qui sont déjà passés, pour apporter les éléments de preuve. Nous avons apporté ces éléments-là au sous-congrès américain en charge des départements Afrique. Nous avons apporté ces éléments-là au FMI. Nous avons apporté ces éléments-là au département spécifique des ONG africaines qui luttent contre la corruption, dont le département se trouve au FMI. Nous avons averti le FMI. Je suis un financier. Je sais une chose. Lorsque vous prêtez de l'argent à un individu, pour que tout le monde comprenne, à un individu qui a une fragilité financière, il n'a pas les capacités pour pouvoir rembourser. Mais vous, qui avez la technologie, qui avez l'expertise, vous lui prêtez quand même de l'argent, demain, devant un tribunal arbitral, vous pouvez attaquer l'entité qui vous a prêté cet argent. Donc, en tant que financier, je me suis présenté au FMI et en tant que président de l'ONG, je me suis aussi présenté. Je connais les règles. Les règles qui sont établies ici, les règles de finance, les règles de gestion de l'argent à travers la BCE, à travers les banques centrales, je les connais. Donc, demain, après-demain, si on doit mettre en avant tous les individus qui se sont endettés en mettant le Congo en avant, je pense que je ne serai pas le seul Congolais à les attaquer. Je pense que en ayant toute cette compréhension-là, n'importe quel citoyen congolais trouvera normal qu'on attaque ces individus-là qui s'endettent au nom des Congolais alors que une autre façon de faire est possible. Ce n'est pas normal que dans un pays qui gagne de l'argent, qui est censé avoir des entrées, qui n'est pas capable de fructifier son argent et qui n'est pas capable d'utiliser cet argent-là dans l'investissement pour fonds propres, mais qui à chaque fois est obligé d'aller s'endetter. Je vais vous raconter la plus grosse arnaque actuellement. Vous avez dans tous les médias les politiciens qui vous parlent d'énergie, que non, l'énergie va être rétablie avec le plan Mattei. Mais que servent les Congolais du plan Mattei? Le plan Mattei, c'est un prêt de près de 232 milliards de francs CFA. C'est encore un prêt. C'est un prêt qu'il faudra rembourser. Le plan Mattei, c'est ça. Donc, je suis désolé. Oui, mais le problème, Cédric Lemba, c'est que lorsqu'on parle de la CNPC, moi j'y reviens parce que c'est très important pour les Congolais de comprendre. On nous a toujours présenté cette société comme étant une société de l'État congolais. Avec vous, on est en train de découvrir que c'est une société finalement à statut ambigu
Et il y a des personnes, voilà, des particuliers qui ont pris cette société, comme qui dirait, en otage et qui en font ce qu'ils veulent. Et je sais également que parmi les conditions que le FMI avait posées à un certain moment, c'était l'audit de la SNPC. Ouais. Si vous, déjà, à votre niveau, vous avez compris que finalement la SNPC, c'est un statut hybride, comment le FMI n'a jamais compris ça? Et comme vous étiez en train de le dire, des gens qui gèrent très mal toute l'aide qu'ils reçoivent du FMI, tout le temps, chaque année, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir, il ne fait que ça. C'est toujours le FMI, le FMI. Ça fait déjà plus de 30 ans, bientôt 30 ans peut-être qu'il est rentré, il est revenu. Et le Monsieur FMI Perrin, continue à alimenter une telle gouvernance. Et c'est là un peu... Monsieur Perrin, oui, c'est vrai que c'est ubuesque. C'est pas drôle parce que ça fait pas rire. Le FMI, c'est une institution financière. Elle va vous aider dans la programmation, dans les revues, pour que vous essayez de contenir votre endettement. Je vais vous prêter de l'argent parce que c'est ce que le FMI fait. Je vous prête de l'argent à un taux qui est certes bas, mais c'est un prêt que vous devez rembourser. c'est parce qu'ils Mais le savent FMI, qu'on a du pétrole, donc on peut prêter. bien sûr, mais bien sûr, le FMI, mais Monsieur Perrin, dans le monde financier, c'est un monde de requins. Je vais vous prêter de l'argent, mais j'ai l'assurance que vous allez me rembourser. J'en ai rien à faire si vous êtes en défaut. Ça veut dire que si vous ne remboursez pas le prêt chinois ou le prêt turc, etc., c'est pas mon problème. Mais je m'assure que le prêt du FMI, que vous le remboursiez. C'est ce que Kouliné Makosso dit. On a passé les revues sans encombre, ça n'a jamais été fait au Congo, etc. Est-ce que vous comprenez maintenant quand moi, en tant que financier, Très j'entends bien, oui, ça, là, on comprend bien les choses. voilà, je me lève de mon fauteuil, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Le FMI est là pour vous prêter à des taux, certes préférentiels, mais je m'assure en tant que FMI que vous me remboursiez. Mais vous allez me rembourser en dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'attends un remboursement de 50, mais en réalité, j'ai un remboursement de 300, puisque vous, la marge que vous avez du franc CFA au dollar, vous devez passer par l'euro et ensuite de l'euro, vous allez passer en dollars. Vous perdez combien de plumes à l'intérieur? Monsieur Perrin, quand on évoque ce genre de problème, ce genre de problématique de gouvernance, je pensais que les politiciens avaient l'honnêteté intellectuelle de dire on ne sait pas faire. On va se tourner vers les nôtres, vers nos fils, vers nos filles. Il y en a des financiers ici qui connaissent leur travail, mais leur seul tort, c'est d'être intègre, parce qu'aujourd'hui, Non, c'est ou la valeur peut-être la que plus c'est une importante. stratégie comme ça de gouvernance. Ils ne veulent pas impliquer voilà, des intelligences, comme il faut le dire, des experts, parce que les experts vont découvrir, vont dévoiler toute leur magouille. C'est simplement ça. C'est une Ce n'est réalité. pas un problème d'incompétence, puisque après ils font recours au cabinet voilà, d'experts étrangers qui viennent les aider, donc ils Exactement. savent comment faire. Leur Mais problème, c'est d'éviter les Congolais comme vous, parce que vous allez découvrir toute la magouille, tout le système, exactement. et vous risquerez de Tout mettre à ça fait. à nu quand vous êtes en train de le Oui, faire. Voilà leur c'est problème. exactement ça. C'est pas des hommes qui Je mentent. connais, quelqu'un qui travaille chez Rothschild. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. J'étais loin. J'étais vraiment à mille lieues de m'imaginer cela. Mais est-ce que vous savez, Monsieur Perrin, que pour entrer nouvellement dans les marchés financiers, pour avoir levé les fonds dernièrement des 600 et quelques millions, 700 et quelques millions, etc., ils ont été conseillés par Rothschild. Ils sont allés payer de l'argent à Rothschild. Le gouvernement congolais a payé de l'argent à Rothschild. Mais comme Qu'est-ce que Rothschild vous nous joue, apprenez là encore, oh, mon oui, Dieu. et comme Rothschild joue sur euh, le risque de réputation, Rothschild n'a pas envie d'associer son nom au Congo. Donc, ça a été fait de façon officieuse. Mais les chiffres sont là. Si M. Collinet passe à la télé pour dire non, c'est faux, on n'est pas allé voir Rothschild, je vais le sortir le document de Rothschild. Donc, Donc au ça veut Congo, en dire que, fait, il n'y a pas d'experts. On va payer beaucoup d'argent tout là-bas à fait, pour qu'on oui, mais ça a aille. toujours été ça.
On paye Ça a de toujours l'argent été pour ça, qu'on nous prête de l'argent. Et cet argent-là, on bien va sûr. rembourser avec à des taux voilà, faramineux, comme on Les est taux en train de exorbitants, oui, découvrir. c'est un club d'amis, c'est comme ça. Même pour avaliser les comptes du Congo, pour maquiller les comptes du Congo, pourquoi on met en avant Ludovic Mbatse? C'est malheureux à dire. C'est un monsieur qui a été bien formé, mais malheureusement, Mais là, il est en train il d'entamer est, carrément sa crédibilité, ben sa oui, dignité, sa malheureusement. crédibilité là-dessus. Et il fait appel à qui? À Ernest Young, etc. Mais il y a travaillé. C'est comme ça que le Congo maquille ses comptes. Mais qu'est-ce qu'on Voilà. lui a fait Mais boire finalement pour qu'il accepte tout ça, finalement? je sais pas, C'est Monsieur bien Perrin, mais compliqué. Non, j'ai envie de dire aujourd'hui, que mais Congo Ezokufa, en fait, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, bref, en tout cas, bon, pour l'instant, on va s'arrêter là, vu le timing, mais ce n'est pas fini parce que il y a une bonne partie de ce document qu'on n'a pas exploré. On y revient. Je ne sais pas si dans une semaine vous serez libre, mais il faut qu'on y revienne. Il faut qu'on termine avec ce document. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. je suis au service de la nation, Monsieur Perrin. Je suis au service de mon peuple. Et on a choisi de lutter contre la corruption, qui est un maillon, c'est un slogan au niveau des Congolais, au niveau des politiques surtout, mais c'est beaucoup de travail entre nos activités familiales, professionnelles, etc. On arrive à trouver le temps à donner au Congo parce qu'on a l'amour du pays, parce qu'on aime notre patrie. Il n'y a pas de souci, moi je suis Et disponible. qu'est-ce que ça vous Euh, dit, Cédric Louemba? Qu'est-ce que ça vous dirait face à face avec Anatole Makosso, Thierry Mungala, ou peut-être un autre ah cadre oui, de je ce sais. gouvernement? Parce qu'après, ils peuvent dire oui, tout ça c'est du blabla, mais voilà, est-ce que vous pourriez les affronter en Mais face? je suis prêt depuis hier. Je suis prêt depuis hier. Il est temps que les politiciens se rendent compte et soient en face des techniciens. Parce que c'est facile de discuter dans un salon entre vous parce que vous avez les mêmes intérêts, etc. Moi, je n'ai aucun intérêt et le seul intérêt, c'est l'intérêt général et c'est le Congo qui prime. Donc, je n'ai aucun intérêt, je demande rien à personne. Euh, je vais aller à la retraite peut-être d'ici 15 20 ans. La retraite me suffit, donc j'ai besoin de rien du tout. J'ai pas besoin d'amour. Voilà, je Les le enfants disais me le parce donnent que déjà. on les voit là écumer tous les plateaux qui leur sont, voilà, qui sont complices avec tout ce qu'ils font. Bon, maintenant, s'ils Tout peuvent à vous fait. affronter, peut-être pas seulement sur R7, ils vont dire, voilà, mais même sur d'autres plateaux, pourquoi pas, Ziana TV, je vois, voilà, Frikili qui existe, il y a bien d'autres Oui, bien médias, sûr. voilà, congolais, où Mais ils ils peuvent ont peur des démontrer, techniciens. Ils ont, voilà, Monsieur démontrer Perrin, que parce que c'est ce qu'on entend d'eux tout le temps. Ils viennent pour vous dire, mais écoutez, à la fois dernière, ils voulaient même répondre, je ne sais pas à qui, si vous l'avez suivi à l'Assemblée, dit ceux qui accusent le gouvernement de toujours repartir au FMI, je vais me faire le devoir de les répondre. Maintenant, s'il peut venir répondre en face de vous, ça serait une bonne chose. Alors, monsieur oui, bien Anatole sûr. Coliné Makosso, vous avez un débatteur qui vous attend, peut-être pas seulement sur R7, mais même sur Zena TV, pourquoi pas, Afrique comme je l'ai dit, communauté, la radio de la communauté. Il y a bien d'autres voilà, plateformes où vous pouvez rencontrer cet expert congolais que nous avons reçu sur notre plateau avec plaisir, Cédric Louemba. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes président de Merci, Monsieur l'association Perrin. citoyen du réseau anticorruption du Congo. Merci de toutes les informations que vous nous avez apportées aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, Merci, Monsieur c'est que Perrin, le de m'avoir début. reçu. C'est une Merci série à vous. d'émissions. À bientôt. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. On se dit à très bientôt.